Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Data Buzzword. Cette semaine, on parle HPC, ça veut dire High Performance Computing, et pour ça, on a le plaisir de recevoir Benjamin Barthes. Allez, c'est parti, on y va. Salut Benjamin, comment ça va? Salut, ça va très bien et toi? Bah super, est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes? Oui, yes, je m'appelle Benjamin Barthes, je travaille dans le HPC depuis une dizaine d'années. J'ai quasiment fait que ça de ma carrière, au sein du groupe anciennement Bull, un groupe historique français qui a été racheté par un autre groupe français qui s'appelle Atos. Et j'ai commencé chez des clients comme le CEA sur des sujets un peu critiques comme la simulation de l'arme nucléaire. Donc j'ai attaqué directement par les plus gros clients en France avec les plus gros systèmes. Et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Je suis parti après sur Toulouse pour travailler chez un client qui s'appelle Météo France, qui est aussi un acteur dans le HPC puisqu'il simule bien sûr toute la météo pour pouvoir faire les bulletins qu'on a le plaisir de regarder le soir. Et voilà, je crois que c'est pas mal, en 2 mots. Bah c'est une belle expérience, déjà pas mal. J'ai déjà plein de questions. On va commencer par la question tricky du mercredi. Le HPC, c'est on-prem ou c'est dans le cloud? Aujourd'hui c'est on-prem, c'est clair et net. Il y a beaucoup de travail pour essayer de le passer dans le cloud. Il y a des contraintes qui sont différentes comparées au reste de l'IT. Je pense que déjà il y a les volumes, les quantités de données à traiter et le coût, parce qu'un système HPC, alors on a tout type de clients. On a des clients qui vont acheter un serveur, 2 serveurs et d'autres qui vont en acheter 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 et plus encore. Donc quand tu commences à louer, si tu veux louer des clusters de 6000 machines dans le cloud qui sont tous sur un même plan réseau d'interconnexion rapide, ça devient un peu compliqué. Donc je pense qu'il va y avoir une migration pour certaines activités HPC, mais tout n'ira pas dans le cloud, ou en tout cas, je pense que ça va prendre pas mal de temps. Non, clairement, pas pour le HPC. Le prem n'est pas mort alors. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu l'histoire du HPC? Alors, qu'est-ce que ça veut dire le HPC? D'où ça vient? L'histoire qui est un peu derrière tout ça. Yes, comme tu as dit, HPC c'est pour High Performance Computing, ou computer selon les gens. L'objectif de ça a été de pouvoir modéliser des problèmes mathématiques de façon numérique et de les faire calculer par des systèmes informatiques. Pour ça, il faut de la puissance. Donc au tout départ de l'ère informatique, ce qui se faisait, c'était que les constructeurs créaient leurs propres processeurs et ils créaient des toutes petites machines type unitaire comme un seul serveur qui était très rapide pour faire que du calcul. Donc ça, c'était il y a quelques années, dizaines d'années. Et dans la suite, on parle après plus de cluster HPC. Donc cluster, c'est littéralement c'est une grappe. Donc l'idée, c'était, au lieu d'avoir un seul serveur qui calcule, c'est d'avoir un ensemble de serveurs qui calculent et qui calculent ensemble comme s'ils étaient une unique machine. Pour réaliser ce challenge, il y a des librairies qui aident les programmes à fonctionner comme si elles étaient sur une machine unique. Il y a un standard qui s'appelle MPI. Et pour que tu fasses travailler un ensemble de serveurs ensemble comme s'ils étaient uniques, le challenge, c'est de les interconnecter avec des latences très faibles. Donc là, on parle après de technologies réseau qu'on entend un peu moins. Et encore maintenant, c'est des technologies qui sont utilisées ailleurs, comme dans les providers de flux vidéo, Netflix et compagnie. On parle beaucoup d'InfiniBand, qui est le leader du marché, qui est vendu par Mellanox. Et derrière, il y a les constructeurs qui ont essayé de faire leurs propres produits pour concurrencer un peu. Donc il y a Intel avec Omnipass ou OPA et Bull avec BXI. Cray aussi, qui est un très très vieux acteur du HPC, a aussi son propre interconnect. Donc voilà, l'objectif c'est de descendre les latences au plus bas pour que quand les processeurs discutent entre eux, ils perdent le moins de temps à communiquer pour en passer le plus à calculer. Est-ce qu'il y a des logiques où, un peu comme on peut avoir sur le GPU avec les NVLink, est-ce qu'il y a des logiques où tu as la mémoire du processeur qui n'est pas décodée mais qui est envoyée directement dans les réseaux? Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais du partage de mémoire à mémoire sans avoir des protocoles d'encodage et décodage. Ouais, les réseaux sont compatibles RDMA, donc pour un gain de perf en effet. Après, il y a quand même un sacré challenge à pouvoir
placer tes processus et la mémoire sur laquelle ils travaillent pour garder une localité la plus proche. Maintenant, la vision du code après, c'est que n'importe quel process peut attaquer n'importe quelle partie de la mémoire, du programme. Est-ce que le code est particulier? Est-ce qu'il y a des frameworks qui permettent de gérer toute cette colocalisation dont tu parlais? Alors après, il y a des outils dans le HPC qui sont des gestionnaires de ressources qui ont le rôle d'allouer les ressources du calculateur pour ce qu'on appelle un job, donc un programme qui s'exécute dans le calculateur à un instant T. Ces logiciels, ils ont à la fois le rôle d'allouer les ressources, mais aujourd'hui aussi ils font ce qu'on appelle le binding, donc placer les tâches aux bons endroits. Et dans les variables d'environnement quand tu soumets ton job, en gros, après, l'application, elle sait combien de ressources elle a pour calculer, comment elle est censée se diviser, répartir la tâche de travail. Elle donne des ID aux différents process et après, ton job, en fonction de l'environnement, il est capable de s'adapter s'il va travailler sur 10 serveurs avec 20 procs ou sur 200 serveurs avec 40 procs. Elle s'adaptera en fonction des variables d'environnement placées par le job scheduler. Et alors, le job scheduler et le resource manager sont confondus au sein de la même application? Ouais, okay. Aujourd'hui, il y a deux, trois produits, donc il y en a qui sont en train un peu de disparaître. Les deux gros acteurs du marché, c'est PBS et Slurm. PBS, qui était un produit anciennement, je crois, qui n'était pas open source et qui est payant et licencié, qui commence à changer un peu de direction, et Slurm qui est lui un pur produit open source et qui fait donc les deux font les deux tâches maintenant. Ouais. Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est utilisé le plus par l'industrie? Est-ce que tu vois un mouvement vers l'open source ou ça reste toujours beaucoup de la licence? Le HPC, ça coûte très cher déjà, donc on essaye de réduire les coûts sur le logiciel. L'open source, c'est un truc qui dans le HPC est de culture. On le voit par les logiciels comme Slurm, comme les systèmes d'exploitation. Si on regarde les machines les plus rapides du monde, je sais même pas s'il en reste encore une ou qui tourne sur Windows. La plupart des systèmes HPC tournent sur du Linux. Derrière avec du Slurm et des file systems comme Lustre qui sont aussi open source, ou GPFS qui est un produit IBM, mais là il faut commencer à avoir beaucoup d'argent. Alors nous on le met sur quelques petits calculateurs. Sur les gros calculateurs, ça fait tellement exploser les coûts qu'on part plutôt sur du Lustre. Il y a des gros calculateurs avec du GPFS, mais c'est plutôt aux États-Unis parce que je pense qu'ils ont des tarifs entre IBM et les labs américains. Je pense qu'ils ne doivent pas payer le prix fort, quoi. On va revenir un petit peu sur le storage, puisque c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, nous, dans le monde de la data. Et je pense qu'on se rejoint là-dessus. Lustre, tu m'as GPFS, il y a des parallèles à faire avec, je pense, GlusterFS, HDFS, un petit peu aussi de tout ce qui est Ceph. Parce que tout ça, ça se rejoint un peu sur les concepts, on va dire, mais pas forcément sur les perfs et les technos. Pour mieux comprendre comment ça se passe, est-ce que tu peux m'expliquer la vie d'un projet HPC? Comment ça se travaille, comment ça se décide, quels sont les clients qu'on peut avoir et les types de charges que vous allez avoir, dans quel type de data center ça se met, est-ce qu'il y a du cooling un peu particulier? Ouais, donc un projet HPC en général ça dure. Avant on était plutôt sur des périodes de 4 ans. Aujourd'hui on tend vers du 5 ans, voire 6 ans. C'est une question de techno, la vitesse à laquelle les technos arrivent, pouvoir amortir les coûts des systèmes. Après les clients, il y a tout type de clients. J'ai même eu le cas, depuis que je suis sur Toulouse, je suis allé travailler dans un bureau d'études, leur installer un système. En fait, ils avaient un nœud. Et ils avaient un nœud qui permettait juste de valider les modèles des pièces qu'ils designaient avec des logiciels, et ils valident la résistance des matériaux ou des choses comme ça. Et après, tu vas avoir des intermédiaires qui vont tourner à quelques centaines de nœuds de calcul, qui sont plutôt des centres de recherche régionaux, on va dire. Après, on va passer à d'autres échelles avec des gros industriels type Total ou Airbus. Qui sait qu'on va avoir d'autres, donc Météo France et le CEA en France, c'est nos gros clients. Et là, on passe sur des échelles à plusieurs milliers de nœuds. Ouais, ça commence à être des belles machines. Au niveau du cooling, bien sûr, il y a le problème d'un système HPC, c'est qu'il faut l'acheter.
mais après, il faut pouvoir le faire fonctionner, parce qu'en électricité, on est sur des factures, hein, les machines, elles consomment entre quelques centaines de kilowatts à quelques mégawatts, donc ça commence à faire des sacrées factures, et donc tu payes à la fois l'électricité pour le faire tourner, mais aussi pour le refroidir. Et donc, Attends, je te mets une pause vas-y. là. Je mets une pause. Une machine peut tourner et consommer 100 kilowatts. Ah, largement plus, c'est les petites machines. Un serveur, c'est quelques kilowatts. Tu multiplies par le nombre de nœuds et tu vois bien que si tu as 1000 machines, tu arrives vite à 1 mégawatt, quoi. Ok, donc le plus petit serveur, il consomme quoi? 3 kilowatts, 5 kilowatts? Non, bah après c'est vachement dépendant de tes processeurs que tu mets dedans, du TDP du processeur, du nombre de barrettes mémoire. Il y a quand même pas mal de paramètres qui font varier les consommations. Nous, on essaye d'optimiser tout ça en ayant des alimentations distribuées. En fait, la différence, tu as le serveur classique que tu vas acheter qui contient. Alors maintenant, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on a des serveurs de quelques U où tu as 4 serveurs de calcul dedans. Et après, si tu rentres dans des solutions plus pro, plus poussées, ce qu'on vend en high-end à nos clients, chez Atos, c'est la gamme Sequana avec des systèmes où tu as tout intégré. En fait, tu achètes ton rack et à l'intérieur, tu as une alimentation qui est distribuée. Donc en fait, tu as un élément où tu enquilles plusieurs alimes de 2-3 kW et ça distribue l'alimentation au reste du système. Ce qui fait que si tu as une panne électrique sur une alime, ça n'a aucun impact. Tu fais pareil avec ton refroidissement, ton interconnect, tout est connecté en fond de panier, tout est intégré sous forme de châssis avec des lames de calcul qu'on insère à chaud ou qu'on peut retirer quand on a des pannes. Donc tout ça, on essaie d'optimiser en effet le PUE du système avec du refroidissement liquide, donc de la redondance sur ce refroidissement-là, des échanges thermiques. On refroidit avec aujourd'hui, le refroidissement liquide, tout le monde pense à du liquide assez frais, quelques dizaines de degrés, qui sort aussi un peu des systèmes de clim. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est plutôt des solutions avec du liquide client qui est à une trentaine de degrés, 35 jusqu'à 40 degrés, et avec du liquide qui est chaud, entre guillemets, on arrive à refroidir les systèmes. Et le PUA à peu près, ça. Alors le PUA pour les gens qui sont pas forcément dans le milieu, c'est le Power Usage Efficiency. Et le concept, c'est de savoir le nombre de watts utiles par rapport au nombre de watts consommés en règle générale, comprenant l'utilisation de la machine, mais aussi son refroidissement et les outils annexes. Bon, les calculs sont peuvent devenir assez compliqués. Aujourd'hui, on arrive même à faire des PUE inférieurs à 1. C'est fort, hein. C'est-à-dire qu'on met de l'énergie dans notre système et en fait, le ratio fait qu'on récupère en fait de l'énergie qui a été produite par le système. L'idée, en gros, c'est que ton liquide, il rentre à 40 degrés dans ton système. Le réseau de liquide qui est interne à ton système, il va être un peu plus chaud, il va être dans les 50 degrés pour essayer de maintenir tes processeurs à cette température-là. En fait, il chauffe malgré lui à cause de la température des composants, donc de barrette mémoire, CPU, switch, peu importe. Et quand il vient rééchanger sa chaleur avec le réseau liquide du client, le réseau liquide du client qui est arrivé à une trentaine ou 40 degrés, il ressort avec quelques degrés de plus. Et donc l'objectif, un petit objectif écologique quand même, parce qu'on essaie aussi de travailler ces sujets-là, c'est de récupérer cette chaleur pour en faire quelque chose. Et donc, par exemple, à Toulouse, on a l'espace Clément Ader où il récupère les calories générées par le calculateur pour chauffer les bâtiments aux alentours. Donc, quand tu prends ça en compte, tu arrives à même tirer des PUE qui sont inférieurs à 1, quoi. Ouais, le PUE, ça dépend de l'écosystème dans lequel tu l'analyses, mais si tu l'analyses au niveau du rack, t'es pas inférieur à 1, Voilà. tu peux pas être inférieur à 1, les lois de conservation de l'énergie font Non. que c'est pas possible. Mais si je le regarde dans l'écosystème global, effectivement, tu pourrais considérer qu'au lieu d'avoir deux systèmes de chauffage, bah, finalement, tu as zéro système de chauffage et juste une réutilisation de l'énergie. Ouais, c'est l'idée. Il y a même des cas concrets où ils chauffent des piscines comme ça, avec des calculateurs. C'est très intéressant. Alors, du coup, je t'ai coupé. Je vais revenir. Donc, j'étais vraiment très surpris par les consommations, mais en fait, tu me donnes des consommations au rack. La machine en tant que telle reste des bécanes de course qu'on voit en général chez les cloud providers. Quand on parle de 3 kilowatts, par exemple, ce serait l'équivalent d'un DGX1 chez Nvidia. Donc, c'est une machine qui a genre 8 GPU. Enfin, c'est des très, très grosses machines. Pour toi, c'est la bécane de base dans un rack. C'est très intéressant. Je te laisse... On n'est peut-être pas à cette échelle-là parce que en fait on a une granularité plus fine. Si tu prends des nœuds qui sont purs CPU, t'as que 2 CPU, t'es à plusieurs centaines de watts, on va dire. Après on a des lames de calcul avec 4 GPU à l'intérieur qui sont ultra fines. Il y a 4 GPU plus 2 CPU qui tiennent
c'est ultra dense. Et là, ouais, en effet, on tourne à plus qu'un kilowatt de consommation quand tu fais tourner du Intéressant. code. Les GPU utilisés dans ces conditions-là, c'est toutes marques confondues ou vous avez des marques en particulier avec qui vous travaillez? Aujourd'hui, on est vachement orienté Nvidia, qui est quand même un gros leader du marché, surtout sur les GPU, il y a pas trop de concurrence. Donc là, ouais, les dernières lames qu'on a sont. J'ai vu les annonces d'OVH qui avaient du V100, et nous, c'est pareil, ça fait un petit moment là, on a des lames de calcul avec 4 GPU V100 à l'intérieur. Ouais, Allez, je sors ma casquette OVH, ça fait 1 an qu'on a des lames avec du 8 GPU dedans, avec Ouais, du V100. Et c'est vrai que c'est incroyable la puissance de calcul qu'il peut y avoir là-dedans. Je disais l'année ouais, dernière au Summit que dans l'équivalent d'une machine, euh, donc plus gros superordinateur au monde, il y a 10 ans, donc en 2008, avait à peu près la même puissance de calcul que ce qui tient dans la machine dessus, dans un DGX5 qui fait 8 GPU. Alors, ouais, les modes de calcul, je sais tu vas nous en parler un peu après, les méthodes de comparaison sont pas toujours les bonnes. Aujourd'hui, on parle de pétaflop. Enfin, on parlait beaucoup de pétaflop, ouais. mais je sais que c'est pas la meilleure outil de comparaison, mais les pétaflops, c'est le nombre d'opérations par seconde qu'on est capable de sortir sur les machines. Je sais qu'aujourd'hui, Ouais. vous avez d'autres éléments de comparaison. Est-ce que tu peux m'en parler Ouais, un peu? en effet, c'est un peu le challenge c'est la course quoi. Qui a le plus de flops? On est passé à la barre du pétaflop, ça devait être ouais, 2008 par là, je crois. Nous, on avait rentré une machine dans le top 500. On était rentré je me rappelle plus, je crois qu'on était sixième monde et premier européen avec la machine du CEA. Après, la vitesse de calcul, elle est dépendante de la précision que tu viens chercher. Si tu es en simple précision, double précision, typiquement les GPU, tu fais pas de double précision. Donc, et là, ça te sort des flops comparés à un CPU qui sont monstrueux. Et donc, c'est vrai que quand tu. Ça, c'est tout ce qu'on appelle FP16, FP32 dans les configurations, et il n'y a que certains GPU qui sont capables de faire ces changements-là. Si je parle de deep learning, parce que je ne sais pas si toi, d'un point de vue métier, tu en as un petit peu de deep learning, mais il peut arriver en deep learning que même en changeant la précision, c'est-à-dire en réduisant la précision, on ait des meilleurs résultats parce qu'on va réduire les biais. Donc c'est pas que Ouais. mauvais de réduire les précisions. Et en plus, on a plus de puissance de calcul. Non, et puis c'est une question de besoin, en effet. Ouais, c'est une question de besoin. Ça sert à rien d'aller chercher des précisions. Des fois, t'as des précisions qui, même en physique, n'ont plus de sens. Donc, c'est pas indispensable. Mais c'est là où, dans les méthodes de calcul, comme tu disais, on peut avoir des chiffres qui bougent pas mal. Après, le flop, le problème, c'est que, en effet, c'est la capacité à ton unité de calcul à réaliser des opérations arithmétiques. Dans la vraie vie, une application, elle fait plein de choses et elle n'est pas orientée pure flop. Et donc, à un moment, même si ton CPU il calcule 2 fois plus vite, ton application, elle va pas 2 fois plus vite. Donc c'est là où attention, la course au flop c'est bien. Il y a des Chinois qui ont fait une super machine justement pour aller chercher la place 1 du top 500. Mais quand tu regardes un peu le design du hardware derrière, tu te dis que pour faire de l'applicatif ça va être compliqué parce que ça fait que de l'opération mathématique bête et méchante. Mais au niveau espace mémoire dans les caches de tes processeurs, t'as tellement pas de place que tu sais qu'au niveau applicatif ça va pas être très performant quoi. Donc aujourd'hui, il y a des nouveaux benchmarks qui rentrent, genre il y a HPCG par exemple, qui essayent d'évaluer plus les performances propres du processeur, mais pas purement arithmétique comme ça. Ça prend d'autres paramètres en compte. Et puis il y a même d'autres tops qui sont sortis un peu. Il y a le Green 500, je crois, qui lui permet de faire d'inscrire une machine qui a le meilleur ratio entre sa consommation et sa puissance de calcul. Parce qu'après c'est pareil, si tu vas regarder sur le site top500.org, les machines, tu as leur vitesse et leur consommation électrique. Et tu te rends compte qu'il y en a, ils sont au top, mais voilà. Mais il faut pédaler derrière, quoi. Ouais, ils ont une arrivée électrique qui est conséquente. On parle d'arrivée électrique, c'est quoi les plus gros challenges que vous avez aujourd'hui? C'est les parties réseau, c'est les parties hardware, fourniture de hardware. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Les contraintes aujourd'hui, c'est de savoir, quand tu réponds à un appel d'offres, en tout cas, c'est surtout qu'est-ce qu'on va vendre dans 2 ans ou dans 3 ans. On n'en a aucune idée. Là, les roadmaps des fabricants de CPU sont changeantes. On a du mal à savoir ce qui va arriver, les gains qu'on va avoir, de pouvoir se projeter et de dire au client que quand il va nous acheter la machine, on ira à telle vitesse, ses applis seront beaucoup plus rapides parce que ce sera tel processeur, c'est très difficile à savoir. On a une forte domination d'Intel jusqu'à aujourd'hui sur le marché. AMD revient très très fort.
Donc ça va être intéressant et on a même des plateformes ARM qui vont bouger un peu sur le marché. Donc ça va être, c'est le côté un peu intéressant qui va arriver dans les années à venir. Là sur les 10 dernières années, il n'y avait même pas de question quasiment, quoi. C'était que du Intel, du Intel. Et donc là, on va avoir plein de choses. Donc ça va être sympa. Et après, on a pas mal souffert, mais après, c'est tous ceux qui achètent du hardware autour de l'informatique. C'était sur les prix des barrettes mémoire qui ont juste explosé. Et puis des processeurs comme Skylake avec tous les channels mémoire qu'il y a, tu es obligé de rajouter un max de barrettes. Ça a été très compliqué niveau budget à gérer. Et toi, ça représente quoi tout ça au niveau OS? Déjà, quel OS vous utilisez? Tu m'as dit Linux, mais quel distro? Et on est sur du Red Hat. Sur du Red Hat, est-ce que vous compilez des kernels pour vous adapter au hardware, ou vous prenez juste les choses de base et vous faites je vais pas dire du bricolage, mais... On bricole, ouais. Non, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Il y a une époque où on recompilait les kernels parce qu'on en avait besoin, mais c'était plutôt logiciel. Après Linux, c'est assez bien fait et le hardware en fait dans l'HPC est devenu, voilà, tu prends une lame de calcul HPC, c'est à peu près la même chose qu'un serveur standard, c'est juste qu'elle est vachement orientée performance et compagnie, mais t'as pas d'hardware exotique. Après, ça va être sur des drivers, des choses comme ça, mais ton kernel, t'as pas besoin de le modifier en lui-même, grâce à la modularité qu'il a. Après, nous, on utilise une base Red Hat sur laquelle on a toute une stack logicielle qui vient s'appuyer, qui est spécifique au monde HPC, où on livre des produits qui permettent de faire du calcul intensif et d'autres qui permettent de déployer, d'installer ce type de machine, parce que quand tu arrives et que chez un client, tu as 3 mois pour installer un calculateur de 3000 nœuds, il te faut des outils un peu spécifiques, quoi. Tu n'utilises pas les trucs de base de chez Red Hat. Et c'est là qu'est toute votre valeur, c'est dans les choix, la projection que tu disais, les risques que vous associez à ça, la veille technique. Est-ce que les drivers sont propriétaires ou c'est des drivers qui sont disponibles sur le marché? Ça dépend des technos. Les seuls drivers qui aura de propriétaires en général, ça va être sur les interconnects. Après tout le reste, on reste sur des trucs assez open source. Donc c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut travailler sur des problématiques. Pareil, il y a de la contrib au niveau HPC parce qu'on a trouvé des choses dans les kernels ou dans des stacks logiciels que tu vois que dans certains cas particuliers que tu auras dans le HPC et que tu n'auras pas ailleurs. J'avais des anciens collègues qui étaient un peu dans ce domaine-là, plutôt sur la partie database, où ils avaient monté à l'époque, hein, c'était il y a 6-8 ans, ils étaient montés à des 4 Tera de RAM, et ils étaient arrivés à un point où en fait l'OS ils se rendaient compte que l'OS était capable de gérer que à 3,5 Tera. Mais c'est des choses qu'à l'époque tu te posais même pas la question, t'avais même pas des Tera de RAM en stockage. Ouais, mais on l'a vu déjà ça avec les systèmes 32 bits et les premiers PC qui passaient les 4 Go de mémoire. Hein. Tu l'avais avec, tu le voyais là. Et en effet, ouais, il y a des valeurs, mais même sur les file systems, hein, au niveau big data et compagnie, nous, les file systems associés au calculateur, ils oscillent entre quelques centaines de téras à plusieurs pétaoctets. Et donc, pareil, en nombre de fichiers à gérer ou en taille maximum d'un fichier, les logiciels ont dû s'adapter, quoi. On avait des contraintes qui étaient, on peut pas faire un fichier de plus de quelques téras. C'est une problématique pour nous. Des fichiers de plus de quelques téras? Bah, c'est une problématique. Ouais. Pour nous, ça peut l'être. Vous avez des fichiers de plus que quelques téras. Bah ouais, parce que l'idée, nous, après, les file systems qu'on utilise, on n'utilise pas des file systems standards, genre donc des file systems locaux ou des file systems réseau type des partages avec NFS. On a les parallèles FS, comme Lustre, l'open source, ou GPFS, ou renommé Spectrum Scale chez IBM. Ils ont changé leur nom. Et ces file systems, ils ont une différence, c'est que tu peux ouvrir un même fichier depuis plusieurs process qui sont sur plusieurs nœuds et triturer le même fichier en même temps. Tu loques pas la totalité de ton fichier, tu es capable de loquer des bouts dans ton fichier. Et ces fichiers, ça va être à la fin potentiellement des grosses bases de données matricielles ou des choses comme ça. Et donc tu stockes tout ça dans un seul et unique fichier qui va faire des gigas, des téras. Et ton code, il va venir ouvrir un seul fichier et il est capable de loquer, chaque process, d'aller regarder les valeurs qui l'intéressent dedans. Incroyable. Ça c'est Lustre. Tu peux m'expliquer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne? Tu dis un fichier, c'est-à-dire un fichier sur le file system qui fait cette taille-là. Ça marche avec des pointeurs, ça marche comment exactement? On est POSIX, ça se monte comme un file system sur un Linux un peu standard. Tu fais la commande mount et tu le parcours dans ton arborescence de façon tout à fait standard, quoi. POSIX, quoi. C'est classique, tu vois tes fichiers, tu fais TLS, TMKDIR. Open, c'est vraiment... Et derrière, en fait, ce qui t'est masqué en tant qu'utilisateur, c'est que pour atteindre des file systems de cette taille-là et des performances où là, on va parler de plusieurs centaines de gigaoctets par seconde,
En fait, on multiplie le hardware derrière et la couche logicielle vient unifier et te le présenter sous un seul point de montage. Et en fait, ce qui se cache derrière, c'est que tu as un ensemble de serveurs qui ont eux-mêmes un ensemble de disques derrière des baies disques. Et tu peux dire, il y a cette sous-partie-là qui gère les métadonnées, donc la description des fichiers, les droits, les choses comme ça. Et tu as tout le reste, ça vient juste stocker bêtement les données du fichier. Et ton fichier, quand tu le crées, il va pas s'écrire sur un disque dur ou sur un RAID group, il va s'écrire sur N RAID group qui sont sur N serveurs à travers le réseau d'interconnexion. Et donc là, tu arrives à multiplier la bande passante de ton équipement hardware selon ce que tu as acheté et atteindre des vitesses de plusieurs centaines de gigaoctets par seconde. J'ai tellement de questions qui me viennent en tête. La façon dont vous construisez votre réseau, est-ce que vous maillez vos réseaux c'est ça, vous faites du maillage? On a plusieurs topologies. Une topologie enfin moi depuis une dizaine d'années, on a vu quasiment que ça, c'est ce qu'on appelle du fat tree, où tu as tous tes nœuds de calcul et tous tes serveurs à un même niveau, qui sont connectés à des switches qui sont le niveau du dessus. Et tu remontes comme ça un certain nombre de niveaux pour réussir à tout interconnecter ensemble, avec du routage fixe. Et après, la vraie question maintenant, c'était est-ce qu'on fait du 1 pour 1 ? C'est-à-dire que si tu as aujourd'hui la ZIC, qui InfiniBand, il gère 36 ports. Donc en gros, tu mettais un ASIC, un switch, où tu connectais 18 nœuds de calcul en dessous et tu tirais 18 liens montants vers le reste de ta fabrique. Et comme ça, tu avais autant de liens sur le top switch à la fin que tu as de nœuds de calcul dans ton calculateur. Donc c'est monstrueux, ça coûte une fortune. Et les bandes passantes aujourd'hui, on est passé de... moi quand je suis arrivé il y a 10 ans, c'était du QDR à 40 gigabits seconde. On a eu le FDR à 56 entre temps et aujourd'hui on est sur de l'EDR à 100 gigabits seconde. Et on a la suite qui arrive à 200 gigabits seconde. Et donc la vraie question c'est est-ce qu'on tire vraiment un lien montant par nœud jusqu'en haut de la fabrique ? Est-ce qu'on fait pas un peu de pruning ? Et donc aujourd'hui, vu les coûts des fibres et du matériel, c'est ce qui se passe souvent. On voit qu'on sature pas la bande passante au niveau réseau, mais on a besoin quand même de ces réseaux pour leur latence qui est très faible. Là, on est de l'ordre de la nanoseconde et pas de la milliseconde comme un Ethernet qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc ouais, voilà, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on prune les réseaux pour faire des réductions de coûts. Bon, j'ai fini sur les parties réseau. J'ai à peu près mes réponses, parce que le reste, je pense que c'est la sauce magique de votre côté. Est-ce que tu peux revenir un peu sur le stockage ? Nous, en Big Data, on connaît un peu HDFS, enfin on connaît pas mal HDFS, GlusterFS, Ceph. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu la différence, par exemple, entre un Ceph et un Lustre ? La différence, ça va être, là on va comparer des file systems parallèles et des file systems avec du stockage dit objet. Tu peux pas avoir les mêmes types de prod par défaut avec les deux types de file system. Après, sur les stockages objets, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un peu générique. Et par-dessus, tu peux remonter du middleware qui te permet d'en faire un peu ce que tu veux. Donc, tu peux créer un file system dans un stockage objet. Tu es obligé juste de rajouter une surcouche. Typiquement, ça va être une base de données qui va faire toute la partie métadonnées de ton file system et mapper avec le stockage de tes fichiers sous forme objet dans ton back-end de stockage. Et le problème, c'est que ça... c'est bien quand tu viens pousser des fichiers et que tu viens en lire de temps en temps, mais quand tu t'amuses à les modifier en permanence, selon les stockages objets, ça devient un peu compliqué, quoi. Parce que une fois que tu as créé ton objet dans ton stockage, tu as un ID qui te permet d'aller retrouver la suite binaire de ton objet. Et quand tu veux le modifier, en fait, ce que tu fais, c'est que tu recrées un nouvel objet avec tes modifications et puis tu supprimes l'ancien. Donc niveau performance et fonctionnement, on n'a pas les mêmes features, on n'atteint pas les mêmes niveaux de performance. Par contre, niveau coût et souplesse, tu peux derrière un back-end objet monter tout un tas de middleware et faire différents types d'utilisation de ton hardware qui vient stocker que des objets, quoi. Alors c'est typiquement, pour faire le parallèle avec Hadoop, le name node, c'est la base de données dont tu parles, et donc les data nodes sont les... Yes. Les endroits où sont stockés, donc tu dis tes objets. Et effectivement, c'est ce qu'on est en train de voir arriver sur Hadoop 3, où on va garder ce même mécanisme, ces mêmes API d'interface, on va dire qu'avait le namenode, mais là on commence à avoir du storage, du underlying storage qui n'est pas forcément basé sur HDFS en tant que tel, enfin je ne sais pas trop comment dire la version native, mais effectivement sur du object qui commence à arriver. Il y a beaucoup de cloud providers qui basent leur distribution Hadoop sur leur object storage, comme tu le décris. Donc les mécanismes, c'est, comme tu l'expliques, on va pas avoir les mêmes latences et les mêmes latences de remontée et tout ça. Donc toi, tu vas vraiment en mode hardcore aller pointer vraiment quasiment sur le disque virtuel, on va dire ça comme ça.
Ouais, le stockage, on a des parties aujourd'hui où c'est quand même des file systems en dessous, donc c'est plein de file systems qui sont masqués derrière un gros file system. Donc on reste sur des trucs, on va dire à l'ancienne. C'est vrai que le stockage objet, ça a explosé avec l'arrivée du net, du cloud, avec les principes. Là où c'est super bien, enfin quand tu prends vraiment la partie objet de base, c'est que tu pousses ta donnée, tu as un ID qui dit si tu veux la récupérer, tu me donnes cet ID, je te rends tes données, et voilà quoi. Ça c'est la base du stockage objet quoi. Et après tout ce qui a été monté par-dessus, c'est la folie. On est d'accord. C'est quoi pour toi les enjeux qui vont venir pour les prochaines années dans le HPC? Nous, en plus, on travaille que avec la pointe de la technologie, donc on ne sait jamais ce qui va arriver, ce qui va révolutionner. On a des trucs. Le cloud maintenant c'est très parallèle avec les technologies comme NVMe qui viennent un peu bouger les systèmes de stockage, les technologies des CPU, les clusters hybrides où tu vends des clusters où tu vas mettre un peu de GPU, un peu d'ARM, un peu de x86. Donc tu viens tout mélanger. Donc il y a des clients que ça intéresse, d'autres un peu moins. Il y a la partie cloud. Est-ce que vous voyez l'ASIC? Non, l'ASIC est trop spécifique et en fait souvent chez une prod, enfin on en a, mais ils font des choses qu'on n'a pas le droit de parler. Mais Et du FPGA? ouais, Un peu plus ouais, flex? ouais, ils utilisent des trucs comme ça, mais parce qu'ils ont une prod unique, comme du décryptage par exemple. Ouais, c'est bon, on a compris. Après, sur d'autres clients, ils tournent plein d'applications différentes, donc ils peuvent pas se permettre d'avoir ce type de hardware là. Donc ils veulent garder de la souplesse, et c'est pour ça que les clusters hybrides, ça leur permet un peu de tout faire. L'arrivée du machine learning, deep learning et les technos GPU enfonce un peu la porte aussi pour rentrer plus de GPU dans les calculateurs. Il y a des calculateurs qui ont que du GPU. C'est assez rare parce que toutes les applis n'ont pas été portées dans les environnements CUDA et compagnie. Mais avec l'arrivée de l'IA et tout ça, ils se disent pourquoi on mettrait pas une petite partie GPU, comme ça on peut faire aussi un peu d'IA et on peut utiliser le matériel pour deux choses, quoi. Donc ça c'est en train d'évoluer pas mal. Et après il y a la partie cloud. Il y a des clients qui commencent et qui font du HPC dans le cloud. Et ça c'est vachement production dépendant. Et il y a la partie bursting aussi qui est un sujet assez intéressant. C'est mon calculateur il est plein, j'ai un burst de prod qui arrive, comment je fais? Et de façon transparente, on est capable d'interconnecter le système HPC avec un environnement cloud et d'aller poursuivre la prod dans le cloud de façon quasi transparente pour l'utilisateur. Ça, ce débordement-là, vous le gérez, c'est une offre que vous avez aujourd'hui ou ce sont des choses qui sont custom? On travaille dessus, on adapte les logiciels, on a des POC, on a pour l'instant je crois pas de clients qui l'utilisent, mais c'est un vrai sujet d'actualité. PBS par exemple, le scheduler là, ils ont bien bossé sur ces capacités-là. Slurm, il y a du taf aussi qui est fait, donc pouvoir faire tourner du Slurm purement dans le cloud, c'est aussi intéressant. Genre, tu as ton serveur qui tourne Slurm, mais au moment où il reçoit un job, il vient faire les requêtes d'allocation de machines dans ton provider et il soumet son job. Donc ça, il y a déjà du boulot qui a été fait là-dessus. Et après, la partie bursting, elle est un peu plus compliquée à gérer, quoi, parce il y a plein de paramètres à prendre en compte et puis il faut pouvoir se mapper avec toutes les API des différents cloud providers. Donc. Est-ce que vous voyez des choses arriver, type poser des questions peut-être qui sont un peu loin de ce que tu fais au quotidien, mais du Kubernetes ou des choses comme ça, vous avez des demandes de ce type-là? Non, ça c'est des sujets qu'on a en dehors. On travaille quand même. J'avais une présentation justement hier sur. Nous, on a intégré du Singularity, qui semblait à l'époque où ils ont commencé le boulot plus adapté au workload HPC. Et en effet, même Slurm et compagnie, ils savent aujourd'hui, on sait soumettre des jobs et quand on soumet le job, on dit je veux l'exécuter dans tel container. Ton job, il vient allouer des ressources, il démarre le container sur ton node calcul et ton application vient tourner dans l'environnement containerisé. Alors quand tu dis conteneur, c'est quoi? C'est du Docker ou c'est des conteneurs type KVM et des choses comme ça? Non, du conteneur d'un point de vue. On utilise déjà en fait nous la partie en dessous des conteneurs, il y a la partie cgroup entre autres, qui est déjà utilisée en nous pour pouvoir restreindre les capacités des applications à pas, quand tu partages des nodes calcul entre utilisateurs, à pas prendre plus de ressources que tu as demandé. Là, tu connais Singularity ou... J'ai regardé là, je connaissais pas du tout. C'est une sorte d'ordonnanceur aussi. Pareil avec un système de repo où tu stockes tes images de conteneurs. Et l'idée, c'est vraiment de le démarrer avec le namespace et la partie cgroup pour que ton appli elle soit dans un environnement comme dans un conteneur Docker, quoi. Mais comment vous faisiez avant
ces groupes, parce que ces groupes, ça date d'il y a 10 ans, je pense peut-être 2006 ou un truc comme ça. Comment vous faisiez avant? En plus, le problème des C-groupes, c'est qu'avant, c'était pas bien implémenté dans le kernel et ça avait un impact sur les performances. Aujourd'hui, l'impact, il est très faible. Et avant, il y avait l'ancêtre des C-groupes. Je cherchais le nom depuis tout à l'heure, depuis que tu m'as posé la question, mais ça m'est revenu. Il y avait les CPU7, on utilisait ce... Mais les C-groupes n'ont fait que réimplémenter. Dans le C-groupe, en dessous, tu as les CPU7, en fait. Ça a été réintégré, et ils ont rajouté plein de choses. Et ça, c'est vrai que c'est... Comme les machines virtuelles ont été une révolution, les containers et les C-groupes font beaucoup changer les choses. Je te remercie. Je pense qu'on va arrêter là. On va se faire interrompre. On va se faire interrompre. Je te remercie beaucoup, Benjamin, pour ton temps. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur LinkedIn, sur Twitter. Ouais, mon hâte, c'est un truc un peu... Mais je vois que dans les autres podcasts, c'était bien dégueu aussi, donc je peux le balancer. Hein. B4MB0U, bambou. Ouais. Après, moi, je parle de tous les sujets. J'utilise pas les réseaux que pour le HPC aussi, mais pour plein d'autres sujets. Donc, c'est quoi tes sujets de passion? Les jeux vidéo et la moto surtout. J'ai que des sales maladies, moi. C'est ça. Merci beaucoup pour ton temps, Benjamin. Je pense qu'on te retrouvera dans d'autres émissions. On parlera peut-être un petit peu GPU et des choses comme ça. Avec plaisir. Merci beaucoup. Excellente journée. Allez, salut, bonne journée. ciao. Ciao.